Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous expliquerai le fonctionnement de Spark Streaming pour faire du Big Data temps réel. Je le présenterai via une application de traitement de suite. Je vais commencer par une introduction rapide de la notion du Big Data temps réel. Je donnerai ensuite un bref aperçu de Spark et Spark Streaming en présentant les notions de base pour enfin attaquer l'application de traitement des suites. Avant d'expliquer le code, je vais présenter l'API Twitter Application Management et comment l'utiliser avec Spark Streaming. La dernière partie de cette vidéo serait le code Java qui permet de recevoir le flux Twitter, le traiter et l'afficher en temps réel. Commençons par la partie théorique. On remarque dernièrement qu'une grande quantité de données est produite et partagée en permanence. Le besoin d'analyser ces données est donc en croissance continue également. Mais pour répondre à ce besoin, le concept du big data est apparu et comme vous le savez, il répond aux trois problématiques majeures des données volumineuses, à savoir le grand volume, la grande vélocité et la grande variété. Dernièrement, le domaine du big data s'est élargi. Il met plus le point sur la grande vélocité des données et donc entrer dans l'ère du temps réel. On parle plus du big data temps réel qui permet désormais de fournir des solutions interactives et qui répondent en temps réel en traitant les données au fur et à mesure de leur collecte. Et c'est dans ce cadre que rentre cette vidéo. On distingue alors deux grands paradigmes de traitement big data qui répondent à ce besoin pointu de traitement de données volumineuses. Le premier paradigme, c'est le batch processing ou le traitement de l'eau, qui permet de traiter les gros volumes préalablement collectés et stockés. Le paradigme repose sur le principe de distribution des traitements sur un ensemble de nœuds. Il est généralement utilisé dans le cadre des analyses complexes comme par exemple le machine learning. Et puis le deuxième paradigme de traitement, c'est la diffusion en continu ou bien le mode streaming. En plus de la distribution des traitements sur les nœuds du cluster, on parle ici du traitement d'un flux, un traitement réalisé au fur et à mesure de la collecte, utilisé pour les applications en temps réel dans des domaines où la contrainte du temps est primordiale, comme par exemple l'aéronautique ou la santé. Et finalement, entre les deux, on trouve un troisième paradigme de traitement qui est le micro-batch. Il travaille sur des micro-lots de données qu'il accumule sur des fenêtres de temps très petites à l'ordre de la seconde. Il permet donc de traiter un flux, mais via un principe de traitement de lot. Techniquement parlant, pour chaque paradigme de traitement, on trouve des frameworks dédiés qui permettent d'implémenter ces paradigmes. Par exemple, pour le batch, on trouve Hadoop et par exemple Spark. Spark qui est un framework de traitement big data qui permet d'analyser les données en mode distribué. Il se base sur le stockage en mémoire pour améliorer le temps d'exécution des applications. Et donc Spark a profité de la rapidité de ces traitements pour offrir une librairie Spark Streaming. Cette librairie permet de faire le micro-batch et de traiter même les flux de données en temps réel. Spark Streaming peut être vu alors comme une extension ou une fonctionnalité de plus qui enrichit le framework Spark. Cette couche reçoit le flux de données en temps réel et de façon continue, le stocke dans une structure dite dstream qu'on utilisera plus tard dans notre code, le discrétise ensuite en petits lots et les envoie au moteur Spark sous forme de suite de RDD. Ces dernières vont être traitées selon le fonctionnement classique de Spark Engine pour avoir une sortie de RDD traitée. Et pour vous montrer la puissance et la performance de cette couche Spark Streaming, je tiens à préciser que plusieurs entreprises de grand nom l'utilisent pour leur application interactive au quasi temps réel, comme par exemple Facebook, Twitter, Amazon, Netflix et Uber. Je finis cette première partie théorique par une brève présentation de l'architecture d'un cluster Hadoop implémentant Spark et Spark Streaming. Je reste général, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En gros, dans un cluster implémentant Spark, on trouve Spark Driver qui exécute le programme de l'utilisateur. Il le convertit en tâches et les transmet en le master. Ce dernier coordonne la communication et la distribution des traitements. Il distribue les tâches
Sur les nœuds workers, ces derniers implémentent des processus exécuteurs qui exécutent une ou plusieurs tâches en parallèle et assurent le stockage sur les data nodes et le traitement en local. En ajoutant la fonctionnalité Spark Streaming, un exécuteur sera requis pour être receiver. Il se connecte à la source du flux de données, comme par exemple pour notre cas, il va se connecter à l'API Twitter pour recevoir le flux en permanence. Il transforme ce flux en suite de RDD. Ces RDD seront distribués, seront envoyés en nœud master pour qu'il les distribue sur les autres workers pour qu'ils soient traités par Spark Engine. On passe maintenant à notre application de traitement des suites. Avant d'entamer le développement, je vais vous parler de la plateforme Twitter Developer qui permet de développer les applications connectées aux données issues du réseau social Twitter. Là, on est sur la plateforme, on regarde qu'elle offre 4 API. Ads API pour les campagnes publicitaires, une API REST pour faire des requêtes HTTP sur les données Twitter, une API pour l'analyse des messages privés et finalement une API streaming pour recevoir le flux de données Twitter générées et collectées en temps réel et c'est cette API qu'on va utiliser pour notre traitement. Je tiens à mentionner que le débit du flux reçu est généralement limité. On a accès aux tweets publics de 5000 utilisateurs seulement répartis sur 25 localisations. Cette limite donne à peu près droit à 1% du flux réel des tweets qui circulent dans le réseau social. J'ai fait un petit calcul. La taille d'un tweet est au maximum 140 caractères, ça fait à peu près 200 octets en ajoutant les métadonnées comme par exemple le nom de l'utilisateur, la localisation du tweet, etc. On a au maximum 400 octets. Pour le réseau social, on a en moyenne 5000 tweets par seconde et du coup le retour de l'API, ça fait 1% du 5058 et du coup ça donne un débit du flux qui en général qui n'est pas loin de 20 kilooctets par seconde. Tout ça pour vous dire que c'est un débit intéressant, mais c'est juste... Enfin, je voulais juste mentionner que même si on laisse par exemple notre receiver ouvert pour une bonne période de temps, ce n'est pas grave parce que le flux n'est pas vraiment énorme. Maintenant, je vais vous présenter la plateforme Twitter Application Management. En fait, pour se connecter à ces API depuis le code, il faut créer l'application sur cette plateforme et ensuite s'authentifier en utilisant le protocole OAuth. OAuth, c'est un protocole d'authentification qui permet à une application cliente d'utiliser l'API sécurisée d'une autre application pour le compte d'un utilisateur. Pour faire simple, ça veut dire que dans mon cas, je cherche à autoriser mon programme Spark Streaming de se connecter à l'API streaming de Twitter via mon compte Twitter. Sans passer mes logins et mots de passe directement dans le code, je vais passer par une authentification via des tokens. Du coup, tout d'abord, je dois créer mon application. Click New Application. Je saisis le nom de mon application. Twitter Stream. Je clique sur j'ai lu et j'accepte les conditions. Là, c'est bon, mon application est créée. Du coup, la deuxième étape, c'est de générer les tokens liés à cette application. Là, j'ai mes consumer key et consumer secrets. Je dois générer mes access tokens. Je clique sur Create My Access Token.
Et là, du coup, j'ai mes access tokens et mon access token et mon access token secret. Du coup, c'est 4 paramètres qu'il faut sauvegarder pour utiliser dans le code de l'application. On passe maintenant sur IntelliJ. Alors, je crée mon projet, un projet Maven. Je saisis mon groupe ID tuto Spark app. Spark Stream test 1. Alors, je commence tout d'abord par ajouter les dépendances dans le fichier POM, notamment la dépendance pour Spark Core, Spark Streaming et Spark Streaming Twitter pour que je puisse utiliser les fonctions offertes par l'API Twitter. Je passe ensuite à créer ma classe New Java Class Tweet Stream. J'ai déjà mon code que j'ai préparé, du coup je vais le copier-coller et après l'expliquer ligne par ligne avant de l'exécuter. J'importe les changements. Du coup là dans le code, je commence par définir mes variables, mes paramètres d'authentification que je viens de générer via la plateforme Twitter Application Management. Dans ma classe main, j'ajoute cette lignée qui me permet de masquer les logs qui ne sont pas pertinents. Comme ça, je visualise au mieux les tweets que je reçois. J'instancie ma classe et j'appelle ma fonction setToken qui est en fait qui permet d'affecter les bonnes valeurs pour mes paramètres d'authentification. Ensuite, je configure mon cluster. C'est une configuration pareille à celle de Spark normal. Je set mon master en local 2 pour dire que mon programme va être lancé en local en utilisant de thread. J'ajoute l'application, le nom de l'application. Et puis pour Java Streaming Context, il faut obligatoirement que je déclare ma durée de discrétisation, qui est en fait la cadence avec laquelle le flux reçu va être discrétisé en RDD. Là, j'ai choisi une durée de 10 secondes. Et là, en fait, ensuite, j'affecte mes paramètres d'authentification. Du coup, là, une fois j'ai fini la partie authentification et déclaration de Spark Context, je commence à recevoir mon flux. Et du coup, je déclare mon input des streams, Java Receiver input des streams. Dans ce destream, je vais avoir le flux directement collecté via l'API Twitter et qui contient les tweets mais avec les métadonnées. Du coup, avant d'afficher, je vais essayer de parcourir les tweets reçus et extraire seulement le texte ou le corps du tweet à partir de ces statuts et je vais faire un statut.print. À la fin de mon code, je lance le Spark Context et j'ajoute une fonction withTermination qui permet de dire au programme de ne pas faire un stop et d'attendre que tous les exécuteurs finissent leur tâche avant d'arrêter le programme. Là en dessous, j'ai que mes getters et setters. Et du coup là, je lance mon application.
Là, on regarde qu'on a bien reçu notre premier lot. Normalement, on reçoit un lot chaque 10 secondes. C'est par rapport à la cadence ou la durée de discrétisation qu'on a définie dans Spark Context. Du coup, on regarde que ça fonctionne et qu'on reçoit bien les tweets publiés sur le réseau social. Du coup, là, on passe à une seconde application qui est un peu plus compliquée. Dans cette application, on va essayer d'afficher le top 10 des hashtags de façon continue, c'est-à-dire on va définir une durée de discrétisation un peu plus grande. On va choisir par exemple 20 secondes. Comme ça, on aura le temps de collecter plus de tweets, d'extraire plus de hashtags et du coup de faire un classement un peu plus pertinent. Et donc l'idée, c'est d'afficher le top 10 des hashtags chaque 20 secondes. Alors j'enlève le print ici, je commente mon code. Alors en tout début, je vais parcourir le dstream qui contient les tweets. Je vais le splitter par un espace pour récupérer les mots des tweets. Et après, je vais filtrer, je vais appliquer un filtre sur ces mots. Je vais prendre que les mots qui commencent avec un hashtag. Je vais mettre le résultat dans un dstream de hashtag. Après, pour ce dstream de hashtag, je vais le transformer en dstream de tuple, string integer. Je vais affecter à chaque hashtag la valeur 1. C'est en gros pour faire le compte du nombre d'occurrences des hashtags dans les RDD. C'est en gros le même principe du word count pour Spark. Et du coup, après avoir affecté une valeur 1 à tous les hashtags, je vais faire un reduce by key. Et du coup, pour les mêmes hashtags, je vais faire la somme des valeurs. Ça me permet d'avoir le nombre d'occurrences de chaque hashtag dans les RDD. Après avoir fait ceci, je passe au calcul du top 10. Alors là, j'ai besoin de swapper mon tuple et du coup, je vais mettre en clé le nombre d'occurrences et puis en valeur la valeur du hashtag. Pour faire après un sort by key, je vais trier par clé et du coup, je vais trier par fréquence d'apparition mes hashtags. Et finalement, sur mes hashtags triés, je vais faire un take 10 pour prendre les 10 premiers et les afficher. Du coup là j'arrête le premier code qui était déjà lancé. Là on regarde qu'on a bien récupéré plusieurs lots de données ou de tweets. Du coup là je lance ma deuxième application de top 10 des hashtags. Du coup là on regarde qu'on a bien notre premier lot du top 10 des hashtags collectés pendant les 20 premières secondes. Et là, en fait, arrive le deuxième lot. Et puis, en fait, plus la durée de discrétisation, enfin, pour cet exemple, plus la durée de discrétisation est grande, plus les résultats sont pertinents parce qu'on parle de top 10 des hashtags et du coup, on doit avoir des hashtags avec un nombre d'occurrences un peu plus important parce que là on regarde qu'on arrive à 4, 3 mais pas plus parce que j'ai choisi une durée de discrétisation qui n'est pas très grande.
Là, du coup, on a vu que le code n'est pas vraiment très compliqué. Spark Streaming est simple à programmer. Et là, je reprends l'architecture du cluster pour parler un peu de ce cas d'utilisation qu'on vient de programmer. Et du coup, là, par exemple, j'ai repris une architecture de 2 workers. Là, j'ai mon receiver qui reçoit le flux Twitter en des streams. J'ai choisi par exemple un débit de 108 chaque 2 secondes. C'est le receiver qui va discrétiser le flux. Il stocke les RDD contenant ce flux en mémoire partagée de Spark. Après, ce flux sera distribué sur les autres tâches euh, qui soient dans le même worker ou dans un autre worker. Chaque exécuteur va lire sa partie de tweet, récupérer les hashtags, calculer la fréquence de chaque hashtag et puis faire le tri. Et après, le résultat de ce tri va être envoyé au master qui implémente le reducer, le regroupement des 3 listes des hashtags triés va être réalisé au niveau du master et du coup c'est ici qu'on va sélectionner le top 10 et l'afficher. C'est un fonctionnement qui est vraiment pareil au fonctionnement de Spark, sauf que là, on regarde qu'on a cette tâche qui s'ajoute, la tâche du receiver qui reçoit en permanence le flux Twitter. Et donc là, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère avoir été claire dans mon explication. Dans cette vidéo, je vous ai montré l'utilisation de Spark Streaming avec l'API Twitter. Dans une prochaine vidéo, je présenterai Storm et Kafka dans le cadre des traitements en mode streaming, vraiment dédié streaming. Du coup, je vous dis à bientôt et merci pour votre attention.